Alors, je propose qu'on passe sur la partie plus clinique, si vous voulez bien, avec ce que la clinique nous apprend sur les anticorps conjugués, donc en commençant par le cancer du sein avec le docteur Arnaud Douce. Bonjour, merci à tout le monde. J'ai la sensation que mon topo maintenant, ça va sembler trop simple après ce qui est venu. Je vais vous présenter surtout la plupart. Ça va être les anticorps conjugués qui ont été autorisés, qui sont déjà disponibles chez notre patient. Je vous explique un petit peu d'où ça sort et je toucherai très peu ceux qui vont venir, surtout ceux qui vont venir avec puissance. Derrière. Donc, le 3 pour lequel on a déjà accès, et à la fin de cette première partie, vous verrez dans quelles circonstances sont les TDM1. Je n'ai pas mis exprès de nom commercial, je mets toujours le nom de la molécule. Donc, le TDM1, c'est le tout premier qui avait été autorisé dans le cancer du sein, c'est autour de 2012-2013. Donc, en fait, c'est un anticorps anti-HR2. Et après, il y a un inhibiteur de microtubules qui est mis donc, en chimiothérapie de la famille des taxans, sans être un taxan. Et aussi le trastuzumab deruxtecan, qui est venu plus tard, très récemment, parfois la HR2, avec 8 molécules d'un inhibiteur de topoisomérase 1. Et après, en utilisant, donc, comme vous avez déjà entendu, le TROP2 comme port d'entrée, les sacituzumab govitecan, qui aussi, il y a donc les 8 molécules de chimiothérapie, en ces cas-là aussi en topoisomérase 1 inhibiteur. Donc, si on commence un peu par ordre chronologique un petit peu, donc on avait le TDM1, ça avait été testé tout au début en situation avancée dans les cancers du sein HR2+, donc avec surexpression d'amplification d'HR2+, ça avait été comparé en deuxième ligne avec la capacitamine lapatinib, c'est un inhibiteur TKI, parce que, bon, à ce moment-là, la capacitamine lapatinib était le standard. Cette étude, ce qu'elle avait trouvé, donc vous voyez ici, sans rentrer dans les détails, mais elle avait trouvé que le TDM1 était plus puissant au niveau de survie sans progression, mais aussi il avait un impact sur la survie globale chez cette patiente par rapport à cette deuxième ligne. Donc à ce moment-là, 2012-2013, avait eu l'autorisation en deuxième ligne. L'histoire a changé depuis, je vous montrerai. Mais surtout en oncologie médicale, au moins en scénologie, dès qu'il y en a quelque chose qui fonctionne en situation métastatique, on essaye de le remonter un peu et le mettre au début de la prise en charge du patient pour voir justement s'il peut avoir un impact pour éviter les récidives. Et c'est pour cela qu'il y a eu des études, plusieurs, je vous montre celui qui est positif, l'étude Catherine, en situation adjuvante, c'est-à-dire on a les patients avec un cancer du sein HR2+, on fait une chimiothérapie adjuvante standard, que c'est toujours en association avec l'herceptine. Et pour les patients qui ont trouvé de la maladie résiduelle à la chirurgie, à la place de continuer avec le trastuzumab jusqu'à compléter un an, que c'est le standard, on avait essayé, tiens, on va voir si avec le TDM1, on a un effet favorable. Et certes, on avait vu ici, vous voyez, donc une diminution, une amélioration de la survie sans maladie invasive, mais surtout aussi une amélioration de la survie sans maladie à distance, donc qui diminue l'apparition de métastases, avec un bénéfice, malgré que ça c'était important, un bénéfice non démontré sur la survie globale, mais ça le permet d'avoir sa place, et ça fait partie du traitement standard actuellement. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que l'action de TDM1 est très dépendante de l'expression d'HR2. Donc, en fait, comme ça a été expliqué avant, il y a une internalisation. Après, donc, au niveau des lysosomes, c'est dégradé. La chimiothérapie donc, fait son effet. Mais dans le cas de TDM1, il n'y a pas de bystander effect. Donc, en fait, comme vous savez, et j'en ai un impact ici, j'espère qu'il ne va pas sauter à ma urulaire, mais l'expression d'HR2 peut être hétérogène. Donc, on peut avoir des tumeurs qui sont HR2 positives, mais avec des zones qui sont clairement HR2 positifs avec amplification sur expression, et d'autres zones vraiment qui sont HR2 négatifs. Et c'est pour cela que ça avait été démontré, ou ça a été examiné, qu'est-ce qui se passe quand on a une hétérogénéité de l'expression d'HR2 par rapport à l'effet de TDM1. Il y avait cette étude ici, c'est une étude néoadjuvant qui utilisait les TDM1 en combinaison avec les pertuzumab, c'est un anticorps anti-HR2. C'était 157 patients. Ils avaient vu que 10% des cas, il y avait une expression HR2 hétérogène. Et en fait, elles avaient vu qu'aucune des patientes
qui présentaient une expression HER2 hétérogène avaient eu une réponse complète pathologique, à différence des tumeurs qui présentaient une expression plus homogène. Et la plupart de ces cas hétérogènes, c'était immunohistochimie 2 croix et amplification par fiche. Après, ils avaient regardé une autre façon de vérifier ça, c'est dans une autre étude qui s'appelait Christine. C'était aussi en situation adjuvante, encore une fois la même combinaison TDM1 avec pertuzumab. Et ils avaient comparé en combinaison des différentes chimothérapies, donc taxan, carboplatin, et avec les deux anti-HER2, Herceptine et le pertuzumab. Et en fait, ils avaient vu que la réponse était favorable donc à la différentes combinaisons des chimothérapies. Et justement, les cas de progression dans les bras TDM1, c'était des cas qui étaient hétérogènes avec donc cette expression d'immunohistochimie 2 croix et fiche amplifiée. Donc, après le TDM1, en ciblant la HER2, on a eu le trastuzumab deruxtecan. Celui-là, c'est la toute première étude qui nous a montré donc, de résultats avec cette étude dans les cancers du sein. C'était le DESTINY-Breast 0A. C'était 2 patientes qui avaient reçu déjà pas mal de lignes de chimiothérapie, là ici jusqu'à 27. Je suis incapable de vous dire 27 lignes différentes pour traiter les patients, même les HER2. Je pense qu'à un certain moment, on répète. Mais vraiment des patients très, très lourdement pré-traités. Je me souviens que la mienne, qui était le plus lourdement pré-traitée incluse ici, elle avait eu 18 lignes auparavant. Et là, vous voyez des réponses très, très bonnes, mais non seulement des réponses très bonnes, mais avec une durée de réponse très intéressante et des services en progression vraiment très, très bons par rapport à la ligne en éthique. Cette étude aussi nous a dit attention, il y a des effets indésirables qu'on ne maîtrise pas encore, qu'on ne connaît pas encore le mécanisme d'action. Et il y avait eu 4 décès toxiques liés à une pneumopathie interstitielle dans cette étude. Donc, cette étude a bien donné, a donné lieu à toute une série des études dans les cancers du sein, mais non seulement. Donc, dans les cancers du sein, il y a d'autres qu'il fait montrer, c'est le DESTINY-Breast 03. Donc, en fait, dans les tumeurs qui surexpriment HER2, c'était comparé avec la deuxième ligne standard, c'est-à-dire on va aller contre l'autre anticorps conjugué monoclonal, qui c'est le TDM1, et voir lequel des deux est plus efficace. Et dans l'étude, qu'est-ce qu'on voit? Que trastuzumab deruxtecan est beaucoup plus efficace en service en progression que le TDM1, qui était le standard jusqu'à ce moment-là. On n'a pas encore de bénéfice, la maturité, on n'a pas suffisante pour la survie globale, mais bon, on voit déjà un train en tendance. Sauf que quand on regarde après les effets indésirables, on observe qu'avec le trastuzumab deruxtecan, on a plus de toxicité, on va dire, classique de la chimiothérapie. Après, je vais vous dire une des raisons qui peut être liées à ça. Donc, au niveau hématologique, surtout, on trouve beaucoup plus de nausées et vomissements. Et on peut avoir un petit peu, je m'excuse, des diarrhées et surtout des autres choses qu'on ne trouvait pas avec le TDM1, de l'alopécie. Donc, en fait, on reprend toxicité chimiothérapie, même si a priori, c'est ce qu'on appelle un cheval de Troie pour faire entrer la chimiothérapie à l'intérieur. Et encore une fois, on trouve cette pneumopathie interstitielle qui fait toujours faire très attention. Et le problème, c'est que ça peut apparaître à n'importe quel moment. Donc, vous voyez ici des délais allant d'1 mois jusqu'à quelques années pour l'apparition de cette pneumopathie interstitielle. L'autre étude, c'était le DESTINY-Breast 04. Et là, la différence, c'est que la cible, c'est HER2, mais on ne va pas chercher les tumeurs qui surexpriment ou que sont amplifiées pour HER2. C'était pour ce qui était appelé HER2 low. Et c'était contre une chimiothérapie standard, la plupart des tumeurs étant RH+. Très rapidement, qu'est-ce que c'est l'HER2 low pour les cliniciens, d'accord? Donc, en fait, l'HER2 positif, c'est soit 3 croix, soit 2 croix, mais avec une niche positive. Hein, c'est trop sensible à cet ordinateur. Et les HER2 low, c'est-à-dire donc tout le reste, sauf les zéros, c'est-à-dire qu'on a une expression des HER2, mais sans avoir ni la surexpression ni l'amplification. Donc, en fait, c'était le rationnel de pouvoir utiliser le trastuzumab deruxtecan dans ce type de tumeur, parce qu'en fait, à différence des TDM1,
Une fois donc, la chimiothérapie est libérée à l'intérieur de la cellule après internalisation à travers HR2, il existe, c'est un standard effet qui a été déjà mentionné, en allant à la cellule qui sont autour de cette cellule de façon indépendante à l'expression ou pas des HR2. Et en fait, ici, c'est en phase 1, en phase 1, qu'elle avait vu de l'efficacité chez des patients déjà très près traités de façon indépendante. C'est l'expression d'immunostochie chez une croix ou deux croix, avec des durées de réponse assez longues aussi dans le temps. Donc, ils se sont lancés dans cette phase 3 que je vous ai mentionnée, cette Destiny Breast 04. Et les études ont été présentées à l'ASCO cette année, mois de juin. Donc, bénéfice d'un service en progression chez des patientes, encore une fois, dans ces cas-là, l'objectif primaire, c'était RH plus HR de mois et bénéfice aussi en survie globale dans les groupes de RH plus HR de mois. Il y avait en toute petite cohorte des 58 patientes triple négatives, mais encore avec 7 HR de l'eau. Et là, dans cette cohorte, donc, ils ont vu aussi un bénéfice en service en progression et un bénéfice en survie globale. Sauf que là, c'était une cohorte exploratoire. C'est un tout petit groupe et le bras contrôle n'inclut pas le traitement standard actuellement qu'on a disponible depuis pas si longtemps. Donc, il va falloir voir qu'est-ce qui se passe au niveau des autorités de santé avec cette toute petite cohorte. Mais malgré ça, j'ai mis cette photo. C'est pas moi qui ai pris ces photos, c'est un collègue Anapat qui était un peu disant mais qu'est-ce que vous avez le zoncomètre, parce qu'en fait le résultat de cette étude que je viens de présenter, il a eu une standing ovation, mais à l'ASCO. Donc bref, vous voyez, on est un peu parfois un peu trop expressif au niveau en prima donne, au niveau de cancer de sein, mais vraiment, donc, maintenant, sans blague, c'est une option importante et très intéressante pour nos patients, donc, on sera juste pour eux, mais bon, ça peut tourner d'autres types de médecins. Les troisièmes à quels on a accès actuellement, c'est les sacituzumab govitecan. Donc, je ne vais pas expliquer à quoi consiste parce que ça a été fait avant. Je vous montrerai les résultats en revanche de cet essai clinique phase 1-2 qu'on s'appelait encore Connected Immunomedics qui les gérait, cette compagnie de New Jersey. Donc, des patients préalablement traités, on est dans les triples négatifs. Donc là, les pronostics, vous verrez, sont très mauvais malheureusement, mais il y avait de bonnes réponses. Et avec un service en progression de 5,5, je vais vous dire que c'est pas mal du tout. Donc, nous avons donc cette phase 3 d'enregistrement qui s'appelle ASCEN. C'était des patientes triple négatives, au minimum 2 lignes de chimiothérapie en situation avancée. Et c'était les sacituzumab govitecan versus différentes chimiothérapies au choix, parce que vraiment, dans cette troisième ligne, il n'y a pas de traitement standard. D'accord. Et là, l'objectif primaire, c'était service en progression. Vous voyez ici qu'il existe un bénéfice clair en service en progression. Comme je vous disais, malheureusement, en troisième ligne, la PFS de bras contrôle, donc c'était vraiment très mauvaise, 1,7 mois. Donc, passer de 1,7 à 4,8, vraiment, c'est un grand avantage dans ces situations-là. Et puis après, aussi, cela s'est associé aussi à des bonnes réponses avec le traitement. Et aussi à des bénéfices, comme vous voyez ici à gauche, statistiquement significatifs sur la survie globale. Encore une fois, on a des toxicités qui rappellent des toxicités de la chimiothérapie. Ça, il ne faut pas l'oublier. D'accord. Parfois, on a la tendance, parce qu'on dit c'est libéré à l'intérieur. Non, ça passe aussi autour, ça va à la circulation sanguine. On a 2 toxicités hématologiques. On a des nausées, on a des diarrhées et on a des fatigues et un petit peu d'alopécie peut-être. Ça a été regardé, et ça a été mentionné avant, qu'est-ce qui se passe in vivo par rapport à TROP2. Là, encore une fois, donc, il fait regarder, parce que c'est trop petit, désolé, c'est cette ligne-là qu'il fait regarder. Celle-là, c'est les TROP2 low, d'accord. Et statistiquement, ce n'était pas significatif. Il n'y avait pas de différence en service en progression, en service global. On peut dire la courbe va un peu plus bas. Problème qu'il y en a, trop peu de tumeurs, non pas de TROP2. C'est pour cela que probablement ça serait plus important de faire sur des séries beaucoup plus larges pour pouvoir bien donner réponse. C'est très bien qu'il y ait la possibilité d'administrer ce traitement le maximum de patients possible, mais si c'est qu'on a quelque chose qui ne va pas les aider, donc pourquoi perdre notre temps et perdre d'opportunités, des chances pour les patients.
Ça a été aussi regardé par rapport à l'expression de la chair de l'eau, compte tenu de nouveaux médicaments ciblant la chair de l'eau. Et là, encore une fois, donc, même si c'est rétrospectif et ad hoc, c'est-à-dire exploratoire, donc il ne semble pas avoir des différences par rapport à la chair de l'eau. Ils se sont lancés aussi dans les cancers du sein RH+, à chair de moins, ce qu'on appelle TROPICS, presque 0,2. Toutes les études avec ça, citosumab govitecan s'appellent TROPICS. Et là, c'était RH+, à chair de moins, hormonorésistante, en moins 2 lignes de chimiothérapie. On dit toujours le récepteur hormonal positif au meilleur pronostic, oui, mais au niveau des chimiothérapies, vraiment la partie, encore une fois, des deuxièmes lignes, le pronostic, ce n'est pas terrible non plus. Là, ici, on voit statistiquement le bénéfice en survie sans progression. La première fois qu'ils nous ont présenté ça, on a dit oui, d'accord, mais on gagne 1,5 mois seulement bénéfice absolu au niveau de survie sans progression. Ça se traduit néanmoins sur un bénéfice aussi significatif sur la survie globale. On gagne 3 mois et quelques. Ça peut sembler pas grand-chose, mais bon, c'est déjà là. C'est par rapport à d'autres chimiothérapies, donc pourquoi pas, on verra qu'est-ce que ça donne. Donc là, ici, j'ai fait un résumé de quand est-ce que peut utiliser ces drogues. Le TDM1, si accepté, on peut l'utiliser dans les achardes positifs en situation adjuvante après qu'on a une maladie résiduelle après une chimiothérapie néoadjuvante. Et dans la situation métastatique, va déjà partir de la 3e ligne. Car en 2e ligne, nous avons l'accès précoce, trastuzumab deruxtecan, on peut faire la demande, on peut avoir l'accès à notre patiente. Pour les achardes positifs, on n'a rien pour l'instant dans les achardes de l'eau, la demande a été déposée, on attend voir qu'est-ce qu'ils disent les autorités de santé et surtout quel groupe de patients d'achardes de l'eau. Mais on a aussi accès, on l'utilise déjà quelques mois, au sacituzumab govitecan, pour l'instant dans les triples négatifs, en 2e ligne en situation métastatique. Il y a plusieurs études, quelques-unes par eux, avec déjà des résultats préliminaires, mais on n'a pas le temps, pour tester ces 3, surtout les trastuzumab deruxtecan et sacituzumab govitecan, en situation plus précoce, d'accord, donc après chimiothérapie néoadjuvante et en première ligne, et en combinaison, une des combinaisons les plus recherchées, c'est avec de l'immunothérapie à suivre. Ce ne sont pas les seuls qui ont été testés. On diapo seulement sur l'adiratuximab vedotin, c'est des 6 gènes, avant ça s'appelait Seattle Genetics. Donc là, la cible, c'est les LIF-A, c'est un transporteur des signes. Il y a aussi donc, un disrupteur de microtubules comme chimiothérapie. C'était présent donc, dans les cancers du sein, surtout aussi intéressant dans les cancers du sein triple négatifs. Mais le développement, ça prend énormément des années. Ici, on pouvait voir quelques efficacités dans cette phase 1. Ça continue. Il y a d'autres molécules dans cette compagnie pharmaceutique qui sont plus avancées, surtout dans les cancers de la vessie. Donc, je m'imagine vont être nommés. On va voir qu'est-ce que ça donne. Et les autres 2 qui arrivent sont le datopotamab deruxtecan et le patritumab deruxtecan. Donc, tout ça, ce que c'est deruxtecan à la fin, donc bien aussi de la même compagnie. Et le datopotamab deruxtecan va cibler TROP2 et le patritumab deruxtecan va cibler HR3. On a quelque chose, les études Tropium sont pour le datopotamab deruxtecan. Ils ont fait cette étude pan-tumeur dans un corps triple négatif. Et là, vous voyez ici les données pour les sous-groupes triple négatifs pré-traités, quelques-unes précédemment avec des anticorps conjugués en utilisant le même type de chimiothérapie attachée. Dans la plupart de ces 30% des cas, c'était les sacituzumab govitecan. Toxicité, encore une fois, liée à la chimiothérapie, sauf que dans ces cas-là, pour l'instant, ils n'ont pas vu de pneumopathie interstitielle, mais c'est une toute petite série, donc il va falloir suivre. Et au niveau du contrôle de la maladie, vraiment très intéressant, non seulement dans toute la série triple négative, mais aussi en incluant les patientes qui avaient déjà eu pré-traitement avec un autre anticorps conjugué monoclonal, mais bon, petit numéro, on va voir. Et l'hépatite deruxtecan, c'est un THR3, qu'on ne voit pas beaucoup de données, phase 1 et 2. Dans les cancers de sein métastatiques, différents types. Il y avait donc RH+, triple négatif et HR2+.
Là, ils avaient vu de l'efficacité, en fait, même dans des tumeurs qui n'exprimaient pas HR3. Ma question après pour l'anapathe, c'est est-ce qu'ils sont très fiables les anticorps HR3 au niveau anapathe classique, mais avec des données très intéressantes, donc à suivre. Mais encore une fois, dans ces cas-là, on voit déjà de la pneumopathie interstitielle et on voit aussi d'autres toxicités. Donc là, je n'ai pas parlé d'autres molécules comme le CYP 985, il y a déjà des études, parce que je pense que malheureusement, on n'est pas dans la même situation que les autres, avec une certaine efficacité, mais trop de toxicité. Donc, on va voir si vraiment on va arriver jusqu'au bout. Et il y a d'autres qui arrivent, mais en fait, c'est trop long. Donc, c'est pour ça que j'ai marqué celle-là et surtout ces deux-là avec une grande série d'études qui vont inonder notre clinique et on s'est réjouis d'avoir de nouvelles chances pour les patientes. Et voilà. Donc, comme vous allez le voir, pour l'oncologie, les choses sont quand même beaucoup plus serrées en termes de données. On a beaucoup moins de choses, même si on est content d'avoir quand même ces nouvelles molécules avec ces nouveaux mécanismes d'action. Comme l'idée était de faire un regard croisé et que, contrairement à la présentation du docteur Deluche, le cancer de la vessie n'était pas évident pour tout le monde, il n'y avait pas cette introduction-là, donc j'ai préféré commencer par mettre un petit peu la situation, mes liens d'intérêt, et donc déjà dire que le cancer de la vessie, même si ça paraît quelque chose d'assez évident, correspond quand même à des présentations cliniques déjà qui sont différentes, et on distingue le cancer de la vessie, des carcinomes. Les carcinomes urothéliaux sont une entité hétérogène, et on va distinguer la vessie à proprement parler de ce que l'on appelle les cancers des voies excrétrices, donc qui représentent calice, bassinet, urétère, et puis à contrario, la troisième entité qui est le bas appareil, qui correspond essentiellement à l'urètre. On a une hétérogénéité ici qui est que la distinction se fait vraiment en stade entre les tumeurs infiltrant le muscle, ce qui correspond en gros au risque métastatique, au risque d'extension et qui va faire vraiment le pronostic, mais qu'il y a toute une entité qui est beaucoup plus fréquente, qui est celle qui est vue essentiellement par les urologues, qui sont les tumeurs n'infiltrant pas le muscle, donc des lésions par définition entre guillemets précancéreuses, mais qui vont nécessiter un traitement, sachant que sur ces lésions non infiltrants, 30% vont récidiver et vont finir par évoluer en infiltrant le muscle et avec le risque métastatique qui est associé. Présentations qui sont également hétérogènes en termes de pronostic et on voit bien ce critère de l'infiltration avec, vous le voyez, dès qu'on a une atteinte ganglionnaire, malheureusement une survie à 5 ans qui chute puisqu'on n'a que 33% des patients qui sont en vie à 5 ans. Et une limite sur le plan de l'infiltration au niveau vésical qui se joue entre l'infiltration du muscle et de la zone profonde. Présentation également hétérogène si on regarde les classifications moléculaires. Et donc là, cette publication date de 2017. Les choses ont été encore un petit peu complexifiées, mais c'est celle qui permettait déjà de mettre en gros le doigt sur le fait que les entités histologiques étaient associées à des anomalies moléculaires plus spécifiques et qu'on pouvait définir des sous-types qui, par définition, a priori, pourraient guider les choix thérapeutiques. Alors, on est sur de la recherche, sur du descriptif, et à l'heure actuelle, ces classifications ne sont pas utilisées en routine, mais on voit quand même qu'il peut s'agir de pistes. Et effectivement, dans le sujet qui nous intéresse sur les anticorps, il va y avoir aussi cette question-là, est-ce qu'on les range d'emblée dans la catégorie des chimiothérapies ou pas? Alors, comment on traite un carcinome urothélial métastatique à l'heure actuelle en 2022? La règle de base, c'est de partir sur une chimiothérapie à base de cisplatine, vous le voyez, et donc on distingue là aussi les patients en FIT, c'est-à-dire susceptibles de recevoir le cisplatine, qui reste le médicament le plus efficace. A contrario, chez les patients NFIT, on ira sur du carboplatine, qui est légèrement inférieur, mais qui permet néanmoins et qui a démontré cette première ligne par chimiothérapie par platine a démontré sa supériorité aux nouvelles molécules. Les nouvelles molécules, ce sont les immunothérapies, avec la place de l'avelumab, l'anti-PD-L1, qui n'est indiqué que chez les patients ayant répondu, ou en tout cas ayant une maladie contrôlée par la chimiothérapie en première intention. En contrepartie, ce qui représente quand même la majorité des patients, en contrepartie, les patients qui sont progresseurs d'emblée, donc on va appeler les réfractaires, eux ont une indication d'un traitement d'immunothérapie par anti-PD1 avec le pembrolizumab. Point particulier, on a à peu près 15% des tumeurs, des carcinomes urothéliaux qui présentent des anomalies
à titre d'altération qui portent sur les gènes codants pour le récepteur au fibroblast growth factor. Et donc, à ce moment-là, on a une option thérapeutique supplémentaire qui est la place de l'inhibiteur tyrosine kinase, l'erdafitinib. Et puis, on arrive sur le sujet qui est donc l'enfortumab et le sacituzumab, qui sont les deux seuls. Alors, l'enfortumab est en accès précoce, donc on est bien loin du sein. Et c'est pour ça aussi que je prends un peu ce temps pour poser le sujet, non pas pour remplir, mais plus pour intéresser. Et le sacituzumab, lui, est disponible dans le cadre d'un essai thérapeutique, en tout cas l'était jusqu'à il n'y a pas si longtemps, puisque maintenant les inclusions sont terminées. Donc vous voyez, on est vraiment en situation pour l'instant un peu avancée. Alors, juste pour faire un petit point, et on ne va pas forcément s'attarder davantage, puisque ça a été déjà pas mal discuté, mais vous le voyez donc qu'on s'intéresse à l'enfortumab, au sacituzumab, que nous aussi on va pouvoir s'intéresser probablement à tout ce qui est anticorps ciblant HER2. On a une expression d'HER2 qui est relativement, qui peut être forte dans un sous-groupe de patients qui représente à peu près 10%, mais comme Marina nous l'a montré, globalement, on sait qu'a priori, même si on a des HER2 low, on a potentiellement un intérêt à tester ces molécules. Alors, l'anticorps conjugué, drogue conjuguée que nous avons actuellement est donc l'enfortumab vedotin, qui a été approuvé sur la base d'un essai de phase 3, qui s'intéressait à des patients qui, par définition, avaient reçu les 2 lignes précédentes que je vous ai détaillées, c'est-à-dire une première ligne par platine et également une ligne d'immunothérapie. Et était comparé, c'est le design un peu particulier de ce type dans les carcinomes urothéliaux, à un choix de l'investigateur en termes de chimiothérapie. On n'a pas grand-chose qui fonctionne, il faut bien le dire, en termes de cytotoxiques en 3e ligne. Et en pratique, les Américains font plutôt du docétaxel, les Français font plutôt du paclitaxel. Et ce que les Français aiment beaucoup dans ce type d'essai, c'est l'accessibilité à la vinflunine, qui est une molécule qui a démontré un bénéfice en termes de survie sans progression, n'avait pas démontré de bénéfice en survie globale et finalement a eu un accès qui a été déremboursé, donc qui ne permet pas que les patients puissent en bénéficier. Donc là, quand on propose ce type d'essai, on a l'avantage d'avoir dans les 2 cas une option thérapeutique nouvelle et donc effectivement une adhésion qui est assez forte. Objectif, la survie globale, objectif primaire. Et donc, avec effectivement des données que vous voyez là qui montrent une réduction du risque de mortalité de 30% et une supériorité largement significative que l'on retrouve également sur le 2e critère qui est la survie sans progression. Donc, on est quand même sur des bénéfices qui restent comme un peu sur le sein, c'est-à-dire que si on regarde stricto sensu les chiffres d'augmentation, on n'est pas sur des chiffres extraordinaires, parce qu'on gagne en gros à peu près 2 mois. Maintenant, on gagne 4 mois sur la survie globale, et encore une fois, on est chez des patients qui ont quand même été multitraités, donc on peut espérer pouvoir gagner encore davantage en remontant petit à petit les lignes, ce que l'on fait en règle générale. Taux de réponse, et c'est un des points intéressants, c'est les 5% de réponse complète qui sont quand même pas anodines chez les patients qui, encore une fois, ont été largement très traités. Et au final, un taux de contrôle. Donc, taux de contrôle, ça veut dire les répondeurs, mais également ceux qui sont stabilisés, parfois pendant un certain temps. Et donc, vous voyez, on arrive à 72% de patients qui sont contrôlés, qui ont une maladie contrôlée avec l'anticorps, alors que pour la chimiothérapie, on a un patient sur 2. Point particulier de l'enfortumab, la toxicité. Et donc, on est effectivement sur une toxicité de chimiothérapie. Et ça va être effectivement important, notamment à nos jeunes collègues de bien définir, surtout pour ce qui est le SN38, où ils n'ont pas forcément eu complètement l'habitude. Là, en l'occurrence, les points de vigilance pour l'enfortumab vedotin sont de 3 types. La toxicité cutanée, comme vous pouvez le voir, avec des vrais syndromes de l'aïeul et des décès toxiques. Également une neuropathie périphérique qui pose problème puisque les patients ont déjà été exposés au cisplatine et du coup ils sont à risque d'avoir une toxicité cumulative et qui peut être limitante et faire imposer l'arrêt du traitement. Et le 3e point, c'est une tendance à l'hyperglycémie avec chez des patients qui doivent avoir un diabète lorsqu'ils ont un diabète contrôlé, puisque effectivement le risque de toxicité cutanée plus décompensation diabétique peut être relativement explosif. Alors, les perspectives, parce qu'en fait, si on regarde juste ce que l'on a aujourd'hui, c'était ça. Les autres anticorps, et effectivement, notamment la place du sacituzumab, mais également les combinaisons, et puis ces anticipations en remontant petit à petit les lignes. Alors, les autres anticorps, donc vous les avez là, avec le sacituzumab qui est le plus avancé, donc ce sont des données d'études de phase 1-2, avec des petits nombres de patients, donc
Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais on a effectivement des signaux qui sont relativement forts. On a également dans le Dysthynie, qui était pan-tumeur, des patients qui avaient des carcinomes urothéliaux et qui sont donc en cours d'évaluation. Toutes ces études sont souvent des études de cohorte, et donc elles sont un peu plus compliquées lorsqu'on est sur des phases 1-2 pour pouvoir sortir des vrais messages assez clés. Et si on regarde le sacituzumab d'un peu plus près, et en se concernant uniquement les patients présentant des carcinomes urothéliaux métastatiques, vous le voyez, on a donc plusieurs cohortes. Les premiers résultats ont été ceux qui se sont intéressés aux patients identiques que dans l'étude de l'enfortumab, c'est-à-dire pré-traités en 3e ligne, avec un objectif qui est celui d'une phase 2, donc plus un taux de réponse et des durées de réponse et des survies sans progression. Et ces résultats ont été effectivement suffisamment intéressant et optimiste pour pouvoir avancer sur une phase 3. Donc, vous voyez, 76% des patients présentaient une réduction tumorale, quelle qu'elle soit, avec un taux de réponse qui atteint 27%, des réponses complètes, là encore, de 5%, à peu près équivalent à ce qu'on a pu voir pour l'étude avec l'enfortumab. Des survies sans progression assez proches, 5,4 mois, une survie globale qui est à 10,5, donc des résultats suffisamment intéressants, même si sur un petit effectif, pour pouvoir envisager un bénéfice en phase 3 avec un plus grand nombre de patients. Toxicité, je ne vais pas m'attarder, effectivement, ça a été dit. Le point particulier des diarrhées qui vraiment est un des problèmes. Alors, pour les anciens, entre guillemets, SN38, on sait. Le CPT11, ça peut être irinotécan, ça peut être assez catastrophique si on ne fait pas attention. Là, il va falloir effectivement réinstaurer des réflexes qu'encore une fois, on n'a pas forcément tous, puisque beaucoup des tumeurs digestives sont traitées quand même dans des services de digestif, justement. Et donc, ce que l'on va attendre avec impatience, ce sont les résultats de cette phase 3, TROPICS-04, qui est entre guillemets copier-coller par rapport à celle que vous avez vue avec l'enfortumab, puisqu'on a de nouveau ce choix dans le bras contrôle entre les 3 molécules que sont docétaxel, paclitaxel, vinfluline et versus sacituzumab, avec un objectif primaire lui aussi qui est de survie globale. Et donc, les inclusions ont quand même évolué très vite. Ce qui prouve bien l'intérêt des cliniciens sur ces molécules. Et donc, les inclusions ont fini il y a une semaine à peu près. Alors, si on remonte un peu les lignes, et effectivement, si on s'intéresse au sous-groupe des patients qui ne vont pas répondre aux cisplatines, donc qui sont dits platines réfractaires, est-ce que ça peut être un critère pour dire que ça va moins bien marcher? Vous voyez, on a quelques données là encore, plutôt assez évocateur d'efficacité tout de même, et donc avec toujours cette survie sans progression à 5 mois, donc on est à peu près capé, et cette survie globale à 10,5 mois. Si maintenant on s'intéresse aux patients qui ne peuvent pas avoir le platine et qui en gros vont avoir, alors c'est carrément platine inéligible, donc même pas le carboplatine, ce sont des patients qui à l'heure actuelle peuvent dans certains pays avoir une immunothérapie. En France, l'immunothérapie n'est pas remboursée dans ces situations-là. Et donc chez ces patients-là, vous voyez, là encore, on retrouve ce 5,5 mois de survie sans progression et ce 10, en l'occurrence 11 mois de survie globale. Donc des messages assez clairs sur le fait que finalement, quelle que soit l'exposition préalable des patients aux différents types de thérapeutiques que l'on peut avoir, on a cette efficacité qui semble manifeste. On revient à l'enfortumab, toujours dans la même logique de chercher un petit peu l'efficacité différente en fonction des expositions. Et donc, cette fois-ci, on s'intéresse à la cohorte des patients qui étaient considérés comme inéligibles, et donc en première ligne stricte, avec, sur la partie droite du tableau, vous voyez le recours à l'enfortumab en monothérapie. Et donc, on arrive à avoir des efficacités, là encore, le schéma du bas est assez parlant en termes de réduction tumorale, mais vous le voyez, on arrive avec une survie sans progression qui atteint 8 mois si on considère l'enfortumab en monothérapie, et une survie globale qui atteint 26 mois. Par définition, j'ai déjà introduit un peu la suite, c'est-à-dire que la suite, c'est ne pas se contenter forcément d'une monothérapie et d'essayer d'avoir une escalade en termes de combinaison. Et donc, cette cohorte a permis d'avoir des données de combinaison avec l'anti-PD1 qui était le pembrolizumab chez des patients qui, par définition, n'avaient pas été exposés au préalable. Et donc là aussi, on voit clairement des résultats qui semblent intéressants. Donc, va se poser effectivement la question des combinaisons. On sait pour ce qui est des carcinomes urothéliaux que associer chimiothérapie classique avec immunothérapie ne fait pas mieux que chimiothérapie puis
immunothérapie. On est plus sur une approche séquentielle qu'une approche de combinaison. Est-ce que ce sera le cas avec les ADC? La porte est ouverte et il va falloir qu'on y réponde. Et donc, pour pouvoir y répondre, pas mal d'essais sont en cours, avec, que ce soit avec l'enfortumab, et donc j'ai montré juste avant les effets enfortumab, pembrolizumab versus chimiothérapie, que ce soit, Nadia est coupée un petit peu, non, ça marche, que ce soit pour l'association de l'atezolizumab plus l'enfortumab vedotin, même question, avec des patients qui, par définition, ont été pré-traités, ils sont post-platine. Et puis, pour ce qui est du sacituzumab, les cétrophies 0,1, avec cette fois-ci des cohortes qui s'intéressent notamment à la combinaison de cisplatine avec le sacituzumab. L'avantage, c'est qu'on n'a pas cette toxicité limitante de la neuropathie périphérique et on n'a pas a priori de toxicité qui soit surajoutée en fonction de chacune des molécules. Et puis également cisplatine, sacituzumab, govitecan plus avelumab, donc pas mal de pistes. Et l'idée est de remonter encore, c'est-à-dire passer de la situation métastatique à la situation localisée, avec notamment tout ce qui est approche périopératoire. À l'heure actuelle, en périopératoire, le traitement de référence, c'est la chimiothérapie néoadjuvante à base de cisplatine. Et donc, dans la même logique, ce qui est envisagé, c'est le recours à ces anticorps, que ce soit l'enfortumab vedotin, que ce soit en fonction des données, je pense, de Tropix, les autres anticorps. Et donc, l'autre chose particulière, c'est la distribution. On en a pas mal parlé jusqu'à présent. Je vous ai montré en introduction le fait qu'on avait une hétérogénéité à la fois histologique et moléculaire, et on a pas mal de variants que l'on voit qui sont de plus en plus fréquents, qui quelquefois peuvent être prédominants par rapport au carcinome à cellules transitionnelles urothéliales classiques. Donc ce sont les conventionnels, ça c'est les parties classiques et le premier diagramme de gauche, et puis on a après des entités différentes avec effectivement des carcinomes squameux, glandulaires, adénocarcinomes plutôt, petites cellules. Et ce que l'on voit sur cette publication, c'est que une des entités qui va probablement poser problème, c'est la composante neuroendocrine, puisqu'on voit qu'effectivement les expressions de TROP2, de Nectin 1 ou d'HER2 sont assez faibles. Et donc peut-être que finalement, c'est pas forcément dans ce sous-groupe-là que les anticorps monoclonaux seront à développer. L'avantage, c'est qu'à contrario, ces entités-là sont plutôt très chimiosensibles. Donc on a un profil et un pronostic un peu plus favorable en termes de sensibilité à nos agents cytotoxiques classiques. Et donc, effectivement, on sait qu'on ne recherche pas l'expression, mais il faut probablement garder en tête le fait que cette expression soit un peu différente. Là où on est rassuré, c'est que, hormis le neuroendocrine, on a une expression qui est finalement assez constante dans tous les sous-groupes. Mais je pense qu'il va falloir probablement aussi s'intéresser à des données plus spécifiques. Et donc, j'ai fini par les recommandations en voyant qu'à l'heure actuelle, on est quand même un peu pauvre avec l'enfortumab sous forme d'accès précoce qui a été interrompu suite à des décès qui sont survenus du fait des toxicités cutanées et donc qui, pendant presque 6 mois, a été mis en suspens et qui là est de nouveau rouvert et qui permet du coup d'acquérir des données d'efficacité et confortées sur la place de ces anticorps drogue conjuguée dans les carcinomes monténés.